Voilà, ça y est, on y est, Sarah. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, dans ce mini-live, on va parler de comment on peut faire pour aider les élèves dyslexiques dans la classe, autant au primaire qu'en secondaire. Voilà, parce que on peut être un peu désemparé devant ce type d'élève qui vient un peu nous chatouiller et nous mettre en difficulté. Donc, on est là pour ça ce soir. Surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions et puis on va tenter d'y répondre ou nous raconter des anecdotes que vous avez vécues avec ce type d'élèves. Et alors, n'oubliez pas qu'on fait un replay, donc vous n'êtes pas obligé de noter tout ce qu'on raconte. Vous pourrez le regarder autant que vous voulez plus tard. Et donc, c'est pas très compliqué. Voilà, vous pouvez poser des questions. On y répondra. On va commencer par faire connaissance. Alors, Sarah, je pense que pas mal te connaissent, mais tu vas quand même nous rappeler qui tu es. Alors, pendant que moi je vous dis qui je suis, je veux bien que vous nous disiez aussi dans le chat qui vous êtes, quel niveau de classe, d'où vous êtes, au niveau des élèves dyslexiques, combien vous en avez dans votre classe par exemple. Donc moi je m'appelle Sarah Jauban, je suis enseignante, j'ai commencé à me former en 2001, j'ai passé le concours en 2001 et j'ai commencé à avoir la classe en 2002. Et j'ai fait beaucoup de choses très très différentes, des doubles niveaux, triple niveaux, remplaçantes, dans des écoles vraiment pas faciles où il a fallu toujours trouver des solutions. J'ai un fils aussi qui est dyslexique, dysorthographique et précoce, et une fille qui est précoce. Donc forcément, les élèves à besoins spécifiques et qui marchent autrement, qu'on ait une étiquette ou qu'on n'ait pas, et trouver des solutions, ces 20 dernières années, j'ai vraiment pu en trouver, aller en chercher, que ce soit à la maison ou en classe. Et justement, moi, je travaille, je contribue à toute cette communauté, être prof depuis le début, depuis 3 ans. Et je suis ravie ce soir de vous parler du guide que j'ai rédigé, qui s'appelle « Aider les élèves dyslexiques en classe ». Exactement. Dont on va vous parler, voilà. On va s'appuyer dessus pour justement organiser cette interview. Et puis c'est intéressant que tu aies deux regards, le regard d'enseignante et puis de maman qui a dû se confronter au quotidien des enfants 10. Et donc tu as une double casquette ce soir qui est intéressante. Alors, moi, je me présente rapidement. Je suis Marie-Laure Fléchel. Au départ, je suis enseignante au lycée et depuis plusieurs années, je travaille dans une clinique psychiatrique pour ados, qui est des ados décrocheurs. Et parmi eux, alors il y a plein de pathologies, mais souvent ils sont 10. Voilà. Et puis à côté, je fais du coaching scolaire et là aussi, je travaille avec des ados 10. Et donc, ça va nous permettre de compléter ce que chacune dit avec nos expériences. Voilà. Et alors, je vais mettre sur l'écran ton bouquin. Alors attends, voilà, il est là. Ouais. C'est un petit guide, un guide gratuit. Hein, ça, c'est important de le dire. On le trouve comment, Sarah ? Alors, en fait, vous allez pouvoir le télécharger et Julia, qui est avec nous dans le chat, elle va vous mettre le lien. Vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Il est offert à la communauté Être Prof. Et vous avez donc juste à cliquer sur le lien, le récupérer. C'est un guide, on va vous le présenter, qui est très pratico-pratique. Il y a une chose importante que je tiens à vous dire avant. C'est pas un guide qui dit ouais, moi je sais comment il faut faire ça, ça, ça et ça. Non, c'est un guide qui dit j'ai trop galéré, j'étais toute seule, je voulais pas laisser les enfants souffrir, en même temps je savais pas comment faire et j'essayais de lire des trucs à droite à gauche, mais concrètement comment le mettre en place en pratique, alors qu'il y a aussi l'élève TDAH, l'élève précoce, l'élève en retard, l'élève qui vient de clean, voilà. Et c'est vraiment ce truc qui est voilà ce que j'ai réussi humblement à mettre en place dans ma classe. Comment aujourd'hui, si je devais retourner en arrière à la Sarah d'il y a 10, 15, 20 ans, je lui dirais « Regarde, tu fais ça, tu vas voir, c'est plus facile et tout, et tu n'as pas besoin de faire tout ça, juste ça déjà, ça change tout. » Et voilà, prenez-le comme ça. Il y a des choses dans ce que disaient ceux qui l'ont lu. Pour les tout nouveaux, c'est un vrai souffle d'air parce que c'est enfin par où on commence. Pour les intermédiaires ou plus anciens qui ont déjà testé des choses, il y a des choses qui vont vous rassurer parce que vous allez vous dire « Ah, moi aussi, j'avais trouvé des équivalents où j'avais déjà mis en place. » Et peut-être que vous aurez des astuces en plus ou des manières de le faire plus simples, peut-être.
Et voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est vraiment un partage, et un partage qui dit, au départ, c'était que des galères, et voilà comment je les ai surmontées. Ouais, et effectivement, hein, moi je l'ai lu en long et en large et en travers pour préparer cette interview, et c'est vrai que c'est très visuel, hein, donc il n'y a pas des tonnes de textes compliqués, et on est effectivement dans des solutions qui sont simples, que tout le monde peut mettre en pratique. Alors effectivement, enfin, et c'est pas simplement pour les profs de primaire, hein, c'est aussi totalement adaptable au secondaire, donc c'est vraiment une bonne, voilà, une bonne idée d'aller jeter un coup d'œil pour apprendre un peu, enfin se débrouiller un peu mieux avec ce type d'élèves. Bon, alors voilà, super. Alors il y a 10 astuces, effectivement, on a tourné sur la page des 10 astuces, on va en choisir quelques-unes pour à présenter ce soir. Moi, ce que j'ai, il y en a quelques-unes qui m'intéressent en particulier. C'est celle, je crois que c'est la troisième que tu as appelée, des sons dans les yeux et dans les mains. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi il s'agit, ça? Alors, ce qui est intéressant à savoir, juste pour l'introduction de ça, ce qui est difficile pour un élève dyslexique, enfin, ce que je trouve, on nous demande toujours des protocoles et on nous demande de faire des choses qui ne sont pas gérables en classe. Quand on reçoit les préconisations d'un orthophoniste ou d'un psychiatre, d'un psychologue, les aménagements qui nous sont demandés ne sont pas forcément gérables avec le matériel dont je dispose, etc. Donc, ici, ce que j'ai proposé, c'est vraiment ce qui est réaliste, ce qu'on peut faire facilement, et qui va faire qu'on comprend d'où vient le problème. C'est pas l'élève dyslexique qui est un problème, c'est dans ce contexte où on va tout le temps passer par l'écrit, par la lecture pour enseigner, qu'il est extrêmement handicapé. Et je voulais qu'on commence à sortir de là. Et donc, cette astuce numéro 3, c'est ça, c'est-à-dire que essayer de proposer des repères visuels et associer des gestes. Donc, c'est ici quand on est dans l'apprentissage de la lecture, ou quand on a soit des élèves dyslexiques ou des élèves mauvais lecteurs qui font encore des confusions, qui ont encore du mal. Alors là, c'est quand même plus pour le primaire. Normalement, on a résolu ça à la sortie du primaire. Mais quand ils ont des confusions de sons, il faut savoir, vous le verrez dedans, il y a une façon dont les dyslexiques voient. Alors, il y a plein de dyslexiques différents. Hein. Les dyslexies, il y en a plusieurs, mais en tout cas, ça vous permet de comprendre pourquoi c'est compliqué. En donnant des repères, par exemple, avec la méthode Borel-Mesoni, qui joue sur le son et sur les gestes. Par exemple, son c'est la maison et on fait un voilà, et où ça se joue dans la gorge, on associe un geste et on associe en même temps 3 ponts pour que l'enfant puisse se repérer. On va enlever les confusions avec le qui se joue dans le nez et non plus du geste pour le N, mais on permet de prendre deux par deux les confusions et dire regarde, ça n'a rien à voir, tu peux te repérer comme ça par le son et où ça se situe dans la gorge et le visuel. Et de l'autre côté, tu peux faire avec le complètement autrement. Et on va mettre de la clarté, on va résoudre beaucoup plus vite leurs problèmes. Il y a les méthodes des alphas aussi qui jouent sur vraiment personnaliser chacune des lettres et aller prendre le problème là où il est, se dire, bah, voilà, il confond ces lettres. Là, on fait des choses qui font qu'on ne peut plus confondre, par exemple. Ouais. Alors, moi, par rapport à ce que tu dis et par rapport au secondaire, alors évidemment, on n'est pas dans l'apprentissage de la lecture, bien entendu, mais l'idée qu'on peut davantage théâtraliser son cours, ça me semble effectivement une piste extrêmement intéressante, ou d'utiliser des métaphores utilisées dans le cours comme si, voilà. Et en fait, c'est vrai que ça permet aux élèves de se faire des images mentales. Et les 10, ce sont des élèves qui ont une mémoire visuelle extrêmement puissante. Et autant exploiter cette mémoire-là parce que ça va les aider. Et même quand ils vont être devant leur cours à revoir chez eux, ils vont pouvoir se refaire le film du prof avec ses gestes, sa voix aussi, jouer énormément sur la voix. Donc, plus on rend le cours vivant, plus ça va aider en particulier les élèves. Ça va aider tous les élèves, en réalité. Oui. Parce que c'est ça, il y a aussi, tu vois, quand je propose de lire à haute voix le texte à chaque fois qu'on le peut,
ou de le faire lire par les élèves, ou alors de leur permettre de disposer d'une version audio. On passe la barrière de la lecture. Et à partir de là, nos élèves 10, ils savent comprendre, hein. Ils savent comprendre très bien, ils savent repérer des structures. C'est chaque fois qu'on passe par l'écrit, c'est leur proposer de lire en chinois, quoi. Donc, à un moment donné, ça ralentit. Les plus grands en secondaire, ils le font plus vite. Mais quand ils le font, c'est au détriment du reste. Ils peuvent pas aller aussi vite, ils peuvent pas montrer tout ce qu'ils sont capables de faire. Ça les handicape vraiment, en fait. Ça, c'est la question de la double tâche, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. De les mettre en position de double tâche où, en fait, leur énergie passe à la lecture plutôt qu'à la compréhension et à la réflexion. Et c'est très dommage. Hein. Oui, donc ça, c'est vraiment une piste qui me semble très intéressante. Tu parles aussi dans tes astuces, dans les 10 astuces, la cinquième, où il s'agit, je crois, voilà, si on en parlait, et finalement, c'est passer par l'oral plutôt que par l'écrit, voilà, au maximum. Et donc, c'est dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Oui, chaque fois que c'est possible, il s'agit de privilégier. Donc, n'oubliez pas, par exemple, les consignes. On commence par les consignes, mais imaginez le nombre de consignes qu'un élève voit par jour. Juste dans un cours d'1 heure ou de 3/4 d'heure, il va en voir 4, 5, je sais pas, 6, ça dépend si elles sont enchaînées. Si on est dans la journée, ce qui fait qu'à chaque fois, il a un effort énorme à faire pour rentrer dedans. Et peut-être qu'il va faire l'effort de rentrer dedans au lieu de juste comprendre et répondre. Comprendre et avoir une activité mentale. Et ça, c'est fou parce que c'est ce truc où c'est facile à comprendre intellectuellement. Mais maintenant, c'est dans ce guide, ce que j'ai voulu donner, c'est comment le faire simplement, quoi. Avec 30 élèves, avec en même temps un tel. Ben ici, c'est pas le seul. On est clair que c'est pas les seuls, nos élèves, nos 4 élèves dyslexiques par classe. Ceux qui sont diagnostiqués, ceux qui ne le sont pas, hein. C'est pas les seuls à avoir des problèmes à bien comprendre les consignes. Et c'est important à un moment donné de leur apprendre à s'en servir des consignes. Mais si tout le long du primaire, ils ont eu du mal à être dedans, tout le long du collège ou du lycée, ça veut bien dire que apprendre à résoudre des consignes juste en les lisant, ça va pas marcher pour eux. Donc à un moment donné, soit on a le temps de se poser et de faire un vrai travail sur décortiquer la consigne, soit on leur donne directement et on s'assure qu'ils rentrent tous dedans à égalité. C'est comme une course où on les met tous sur la même ligne de départ, puisqu'on prend en charge le fait de lire la consigne et de s'assurer que chacun a compris avant que tout le monde fonce dedans. Et là, du coup, nos élèves dyslexiques, mais tous les autres, si on est très honnête, il n'y en a que quelques-uns qui sont très autonomes et performants sur la consigne. La plupart en ont besoin. Et on gagne en énergie et en temps parce qu'ils font moins de bêtises, où ils ne sont pas à côté de la plaque, ils ne font pas mollement le truc parce qu'ils ont vraiment compris, ils peuvent s'investir dedans. Donc, vous voyez qu'ici, quelque part, je ne vous sors pas un truc incroyable. Dès qu'on est prof, on se dit bien, il faut vérifier que les élèves aient compris, reformuler, etc. Là, je vous propose de soit mettre votre élève dyslexique à côté de quelqu'un qui peut lui lire la consigne, qui la comprend bien, qui l'explique, soit c'est vous, quand vous le pouvez, qui prenez en charge ça, y compris pendant les évaluations. Je sais que pendant les évaluations, surtout quand j'ai des classes comme ça très disparates, je vais prendre en charge la lecture, on avance chacun ensemble, sur certaines en tout cas, si je veux m'assurer qu'ils me montrent de quoi ils sont capables, ce qu'ils ont retenu, et pas que je les note sur la capacité à comprendre tout seul et à mettre en œuvre la consigne. Ouais. Et alors, c'est vrai que par rapport à le passage de l'oral pour aller vers l'écrit, par exemple, là où je travaille, donc j'ai des élèves vraiment encore très dyslexiques, hein, et qui ont beaucoup souffert dans leur parcours scolaire, et voilà, ils arrivent au lycée et écrire, c'est parfois juste pas possible. Donc c'est un vrai défi, et l'idée, c'est finalement d'y aller de façon extrêmement progressive. Moi, ce que j'appelle la technique de l'escalier, marche par marche. Par exemple, c'est juste lui demander d'exprimer ou de redire à l'oral, reformuler avec ses propres mots, accepter que l'adulte écrive, l'adulte ou le camarade d'à côté écrive ce qu'il dit. Après, accepter de s'enregistrer avec son téléphone et le faire écouter, ce qui n'est pas aussi
non plus très simple parce qu'ils ont extrêmement peur du jugement de l'enseignant, parce qu'ils en ont pris aussi pas mal dans la figure et donc il y a une certaine méfiance. Et d'y aller comme ça tout doucement, passer après par la schématisation, ne pas les lancer, ne pas leur demander d'écrire 3 paragraphes d'un coup, ça c'est juste pas possible. Donc y aller tout doucement et c'est vraiment une histoire aussi de retrouver la motivation, le sentiment de pouvoir progresser. Hein. Et le plaisir, tu vois, moi c'était avec mon fils, mais c'était des devoirs d'école. Il devait écrire un poème. Et c'est en 5e, je crois, ou 6e, donc en 5e ou 4e. Donc un poème à la manière de, je sais plus quel poète, donc quelque chose avec une structure complexe, etc. C'était de l'écriture, c'était tout ça. C'est l'écriture qui lui pose problème. La littérature, il aime, exprimer des choses, il en a. Donc, j'ai fait comme je fais avec mes élèves. On a mis de côté l'écriture. Je lui ai demandé de me parler. Je lui ai demandé un peu ce qui l'inspirait. Je notais à sa place les éléments. Et je l'aidais à penser, à trouver ses idées. Comme il était débarrassé de l'écriture, alors là, c'est un cas particulier, mais c'est vous dire comment on peut le faire après. Je vous dirai comment on peut le faire en classe. Et je l'ai aidé, je l'ai accompagné sur ces étapes-là. Je l'ai allégé de cette partie en passant par l'écrit. Et ensuite, il a écrit et il a utilisé la dictée de l'ordinateur. Voilà. Et après, il m'a demandé, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'aide, je te soulage à écrire et tu me dictes? Il m'a dit non, c'est bon, il avait envie de le faire. Parce qu'il sentait qu'il maîtrisait son truc et il était au clair. Et après même, il s'est corrigé tout seul et après, il m'a demandé de voir ce qu'il avait laissé comme erreur. Ouais. Mais c'est cette idée, déjà dans le départ, c'est pas une montagne, il a envie. Et moi, il n'y a pas que mon fils ou mes élèves dyslexiques qui ont cette appréhension de l'écrit, qui sont marqués par l'écrit et qui perdent le sens du plaisir de la composition, de la créativité. Les poèmes, etc., c'est de la créativité. La littérature, c'est des aventures de vie. Et à être toujours par l'écrit, parce que on a beaucoup de monde en face de nous et qu'il faut faire. On peut perdre ça, alors que ça, on peut le faire par 2, par 3, on peut faire par groupe. On peut trouver des astuces pour remettre ces conditions où on est plus en train de créer soi-même. Pour moi, le vrai problème, il vient en tout cas, c'est comme ça que j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, Sarah, tu les mets tout le temps en condition d'évaluation. Si tu leur dis pas comment se servir des outils, et si tu leur apprends pas entre les évaluations, comment progresser et faire sans toujours être par l'écrit, etc., tu les mets tout le temps en condition d'évaluation, ce qui ne leur apprend rien à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé que vraiment, et ça m'a pris des années à le mettre en place, c'est pas fait en claquant des doigts, mais j'ai réussi à mettre en place quelque chose qui consistait à, pendant l'évaluation, c'est une situation très particulière. Avant, vous n'êtes pas évalué, vous avez le droit de vous entraider, vous avez le droit d'essayer, vous avez le droit de… Donc, j'allégeais les choses pour qu'ils travaillent vraiment le truc et qu'après, en situation d'évaluation, je vois vraiment où ils en sont. Mais du coup, bien séparer les deux, parce que si on regarde nos méthodes comme ça, sans les changer, on a plutôt tendance à faire les mêmes conditions et on sait que les évaluations, qu'est-ce que c'est? C'est stressant. Il y a quelques-uns qui s'en sortent très bien, mais sinon, c'est du stress. On n'arrive pas à sortir ce qu'on fait. On est tellement omnibulé par bien répondre qu'on ne donne pas du sens à ce qu'on fait et on ne redonne pas vie et du sens à ce qu'on est en train d'écrire et de faire. On le fait pour l'évaluation, pour la note. Donc, attention à ça. Et ça, c'est quelque chose, du coup, dont on peut faire bénéficier tout le monde pour progresser sur ces compétences qui sont très difficiles, en fait, pour tout le monde. Il y a une question d'Yazid. Est-ce que les 10 ont une vitesse visuelle avancée par rapport à la prononciation? Alors, est-ce que c'est clair pour toi? Ce que je dirais, si je comprends bien, vitesse visuelle par rapport à la prononciation, j'ai envie de dire, ça dépend des enfants. Les enfants, il y en a plein des différents. Moi, mon fils, par exemple, il est 10, mais il est précoce en même temps. Donc, il y a des trucs qui compensent, on ne savait même pas. Il est 10 orthographique aussi. Je trouve, il est 10 calculique. Donc, souvent, il y a plusieurs 10 ensemble. Donc, chaque enfant reste unique. Donc, je ne peux pas quand même vous dire, chaque enfant reste unique. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est beaucoup plus à l'aise sur les choses visuelles que sur les lettres. Parce que l'écrit, et c'est très, très proche, alors que quand vous regardez les pictos là sur mon truc, on voit tout de suite les pictos, on peut aller de l'un à l'autre et c'est clair. On a le sens tout que dès que c'est visuel, c'est un langage qui va beaucoup mieux parler et être plus abordable pour les élèves. C'est ça. Et c'est vrai que
je pense que ce soit au primaire ou dans le secondaire, travailler les cours sous forme de carte mentale, de schématisation, en utilisant des pictos, ce sont effectivement des outils qui sont tout à fait adaptés à ce type d'élèves et qui permettent effectivement déjà, voilà, leur permettre de pouvoir penser en premier, de réfléchir en premier et donc de découper la difficulté en fait. Hein. C'est exactement ça, ouais. Et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est éviter la double tâche. De toute façon, on ne pourra pas leur faire faire, mais c'est comme tous nos élèves très en retard ou en difficulté, ou en tout cas qui n'arrivent pas à rentrer dans les formats qu'on propose. On ne pourra pas leur faire faire la même chose ou plus dans le même temps. Puisque s'ils avaient dû y arriver jusqu'ici, ils y seraient déjà arrivés. Ça veut dire qu'il faut, ce temps, on ne peut pas le changer. Mais du coup, dans le même temps, comment on peut faire, et d'où ces 10 idées-là dont je vous parle, il y en a plein d'autres, mais en tout cas au moins celle-ci, comment je peux, dans le même temps, être sûr que je vais droit au but sur ce que j'essaye de leur faire acquérir, comprendre, développer. Et vraiment enlever le reste. Parce que, moi, c'est pareil, je suis comme tout le monde, je dis, bon, je vais leur faire ça. Mais du coup, en même temps, je vais pouvoir vérifier qu'ils lisent bien la consigne, qu'ils savent se faire tout seuls, qu'ils savent vérifier et comprendre qu'ils sont dans ce qu'on demande et pas autre chose, qu'ils vont faire des maths en même temps, qu'ils vont bien écrire leur phrase de réponse avec l'unité de mesure qui est demandée et une phrase qui est correcte. Donc, vous voyez que ça, je suis en train de leur demander 5 petits trucs. Ouais. Eh ben, les élèves dyslexiques, on n'a pas le choix, faut pas leur demander ça. On enlève tout le reste et on dit c'est quoi le cœur de cette compétence et de cette activité, et je mets en place quelque chose qui me permet de mesurer ça seulement. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve les pistes pour enlever le reste. Alors, par rapport à ça, je voulais rebondir sur la question des fameux PAP. Alors, au primaire, on ne parle pas de PAP, on parle de PAP ou PPRE, ouais. C'est la même chose. Ouais. Et c'est vrai que, alors là, je te parle du secondaire. C'est un outil qui est mal utilisé et peut-être que c'est important que dans le PAP apparaissent des choses très concrètes qui peuvent effectivement qu'on peut tirer de ton guide et insister, enfin voilà, partager avec les autres collègues sur ce qu'on peut mettre dedans, mais pour que ça soit un véritable outil pour accompagner ces élèves dyslexiques. Oui. Alors, il y a 2 choses pour moi à dire. C'est la première, on va rentrer dans l'art un peu. La première, c'est que si on écoute toutes les injonctions qu'on nous demande, c'est absolument impossible à faire. Donc, on va faire savoir qu'on nous demande de remplir des paperasses avec des PAP en 10 pages, etc. Si on regarde ce qu'on disait tout à l'heure, les préconisations, par exemple, d'un orthophoniste, d'un psychologue, d'un médecin, je ne sais pas, on nous demande encore des choses différentes qui ne sont pas forcément applicables en classe. Donc, il va falloir reprendre votre responsabilité. C'est vous, le responsable pédagogique de la classe. Vous allez avoir, parmi les suggestions et les propositions, la responsabilité de mettre en œuvre quelque chose qui est gérable aussi avec vos autres élèves qui ont des besoins spécifiques. Que ce soit, je vous dis, des étiquettes 10, HP, TDAH ou autres, ou pas, parce que des élèves qui ont des besoins spécifiques, voilà, quelque part, ils ont tous plus ou moins des besoins quand même spécifiques. Par contre, moi, c'était un calvaire de remplir ce PPRE et tout ça, ça ne me parlait pas. Et c'est pour ça que le guide, tel que vous le voyez, il donne des solutions concrètes. Alors, dans le protocole, le PAP ou le PPRE, vous avez des éléments du genre installer l'élève face au tableau, veiller à la lisibilité. Donc ça, c'est l'adaptation transversale. Donc ça, vous cliquez, ça, il y a des choses qui sont un petit peu classiques. Ouais. Et puis, de l'autre côté, vous avez des choses plus concrètes et puis vous pouvez vous-même rajouter les choses qui sont dans le guide ou en tout cas échanger. C'est-à-dire, je ne vais pas le faire de cette manière-là ou traduire. Pour moi, par exemple, admettre que la réponse ne soit pas rédigée si les calculs sont justes, ça, vous voyez, c'est des choses, c'est facile à faire, c'est dire, tu n'écris pas une réponse entière et on va pouvoir le faire même pour d'autres élèves. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être commencer à prendre une feuille blanche. Moi, j'arrive mieux à rédiger les PPRE comme ça. Je prends une feuille blanche, je pose pour cet élève quels sont ses problèmes, quelles sont les choses, les pistes que je peux mettre en œuvre pour pouvoir l'aider. Parmi celles qui sont dans le guide ou d'autres auxquelles vous pensez. Et puis derrière, mesurer au fur et à mesure et dire maintenant où on en est, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre là en premier,
est-ce que ça a marché ou non et comment j'ajuste. Et je trouve que ça aide d'abord de commencer par une feuille où on est un peu plus libre que d'essayer de rentrer dans les cases parce que c'est assez assommant toutes ces cases. Et puis après, il va falloir, pour moi, on est des professionnels, il va falloir se faire confiance. Je veux dire, moi, quand je me suis fait inspecter il y a ma deuxième inspection où j'avais pas eu le temps de rédiger mes PPRE avec leur protocole, j'y arrivais pas en fait, comme ça me bloquait. Et donc j'avais ces trucs Word où j'avais mis, comme je vous dis, toutes ces rubriques et ça a été apprécié, ça a été considéré comme des PPRE. Donc à un moment donné, on vous demande de remplir les aménagements et surtout de les faire en vrai, plutôt que de passer 10 heures à essayer de remplir un truc qui vous parle pas. Donc ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dans un premier temps, pensez à poser des aménagements et à mettre en œuvre plutôt que juste à rédiger, même si je sais que c'est difficile parce que faut toujours justifier ce qu'on fait. À partir du moment où vous pouvez justifier par écrit ce que vous faites et vous pouvez associer après, vous agrafer, honnêtement, je pense que ça peut passer. Il faut se donner des libertés et remettre un peu de réalisme dans ce qu'on nous demande parce qu'on nous demande des choses qui ne sont pas toujours réalistes. Et il y a ce côté où d'un côté, on va vous dire, ah bah c'est bien, c'est rempli, et puis bah, est-ce que vous le faites pas. Non mais, hey, vous vous moquez de moi ou quoi? Donc, à un moment donné, ce qui est important, c'est vraiment de le faire et pas seulement de l'écrire, quoi. Alors, j'ai effectivement, donc il y a pas mal de réactions par rapport à ça. Effectivement, je crois que ça fait très peur, ces injonctions-là, et c'est important de prendre un petit peu de distance avec et les assumer, même devant l'inspecteur, en expliquant pourquoi et je pense qu'ils sont capables d'entendre ça. Si, j'ai eu 17,5 à cette donc, ça va poser problème. Hein, donc, Et effectivement, il faut être humain, comme dit Nathalie. Alors, j'ai un commentaire de Christian, notre fils dyspraxique, dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, a eu un ordinateur un peu trop tard en 6e, mais il a réussi à poursuivre une scolarité presque normale, seconde passerelle, STI 2D et maintenant BTS. Des inquiétudes pour l'insertion professionnelle, mais ça semble tout de même possible, l'insertion handicap. Donc ça, c'est effectivement, c'est intéressant dans le sens où, bah oui, c'est un espoir. Ça fait, oui, ça fait du bien, mais n'attendons pas autant s'y prendre très vite, quoi. Et plus on les accompagne tôt, mieux c'est. Et c'est vrai que par rapport aussi aux outils qu'on peut utiliser, c'est vrai qu'on peut pousser les élèves à faire des séances quand ils sont un peu plus grands d'ergo aussi, d'ergothérapie, pour leur permettre d'utiliser le clavier ordi, parce que ça permet aussi d'avoir un contact un peu différent avec l'écrit, et pour certains, ça facilite vraiment l'écrit. On trouve aussi des logiciels de cartes mentales qui sont très bien faits et qui leur permettent de faire des travaux très beaux. Donc ça aussi, c'est agréable parce que ce sont souvent des élèves qui ont une trace écrite de pas super bonne qualité, et ça leur fait du bien de pouvoir rendre, pour eux et pour les enseignants, de pouvoir rendre des travaux lisibles dont ils peuvent être fiers. Voilà, donc ça, on a pas mal. Et puis, juste là-dessus, tu vois, pour rebondir, c'était, je sais plus quelle astuce, mais il y a cette idée aussi de revoir un peu les évaluations. Je crois que tu voulais qu'on en parle, si c'est la 7, je crois. La 7 ou la 8, ouais, voilà. Il y a cette idée d'adapter, c'est-à-dire que on peut pas augmenter le temps. Par contre, on peut être plus pertinent sur vraiment vérifier qu'on les évalue sur le contenu. Et par exemple, quand on leur propose des questionnaires à choix multiples ou des quiz et des choses sur lesquelles ils vont pouvoir vraiment montrer qu'ils ont compris, qu'ils ont appris, plutôt que de l'écrire par eux-mêmes, de s'organiser là, de rédiger. Quand on travaille la rédaction, on travaille la rédaction. Mais quand on travaille juste la vérification des connaissances, de la compréhension, attention à dissocier les deux pour ces élèves-là. Et je vous dis, je pense honnêtement aujourd'hui, moi je le fais pour tous mes élèves, que je gagne du temps dans la classe quand je ne fais pas à chaque fois tout faire à tout le monde. Et puis ceux qui vont très vite, à la limite, je leur demande eux en plus de rédiger quelque chose. Mais du coup, en faisant comme ça, je mets mes élèves dyslexiques, je les remets dans le collectif. Et un truc qui est important, l'ordinateur, par exemple, mon fils, il n'a pas voulu le faire. Il a eu le droit à cet aménagement. Il a fallu 1 an et demi quand même pour l'avoir. C'était un peu long au collège. Mais quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, il a eu envie. Il avait sa tablette.
mais il ne voulait pas être affiché devant tous ses élèves, devant tous ses camarades. Il ne voulait pas passer pour un handicapé, pour quelqu'un de différent. Et donc, quand ils sont déjà même fin de primaire, collège, lycée, ces astuces que je vous ai données, c'est des astuces aussi qui leur permettent de trouver leur place dans la classe et d'être comme les autres. Et quand on regarde, elles vont résoudre les problèmes aussi de tous les autres. Il y a des trucs qui sont durs à faire pour nous en tant que prof, parce qu'on s'y prend comme ça séparément et qu'on essaye de gérer. Alors qu'ici, quand on facilite pour tout le monde, on fluidifie pour tout le monde l'apprentissage et le fait de montrer ses connaissances, comme les quiz par exemple, on peut demander à ceux par exemple qui ont fini et plus vite eh bien, de rédiger, je vous disais par exemple en entier une phrase, un paragraphe, on peut leur demander d'aller écrire eux-mêmes des quiz et des questions et on peut redifférencier dans le temps sans pénaliser nos élèves dyslexiques, par exemple. Et voilà, pensez aussi que parfois, imaginez-vous aussi, hein, c'est difficile d'être dans le groupe et d'être différent. Tout à fait. Et donc, chaque fois qu'on peut proposer quelque chose qui permet d'être comme les autres et d'avoir la même apparence de travail, c'est très important et ça va les inciter à le faire. Une petite question, est-ce qu'on doit justement en évaluation corriger les fautes d'orthographe? Alors normalement, les élèves dyslexiques, dysorthographiques, on leur enlève pas les points, on compte pas les points d'orthographe pour eux. Corriger l'orthographe n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va les aider à apprendre. L'idée au départ, quand on le corrige, c'est pour dire, après il va retenir, il va faire. Non, un élève dyslexique, dans sa façon d'apprendre, si ça avait marché, ça fait longtemps qu'il maîtriserait l'orthographe comme tout le monde. Donc c'est justement, on est dans le cœur de sa problématique. On doit traiter ça à part. Après, on traite l'amélioration de son orthographe. Ça, c'est une chose. Et il y a des moments et des cours pour ça. Mais au moment où on est en train de faire de l'histoire, des maths, etc., on ne s'occupe pas de l'orthographe. Voilà. Il se trouve qu'il le fait en français, mais on ne s'en occupe pas. Alors, pour revenir sur la question de l'évaluation qui est super compliquée quand on arrive au collège au lycée parce que on peut pas échapper à la rédaction de plus en plus, quoique on peut aussi utiliser des quiz, ça j'en suis persuadée, mais il y a un moment, effectivement, il faut pouvoir aller davantage vers l'écrit. Et c'est vrai que là aussi, l'idée, c'est d'alléger, ne pas demander la rédaction de toute une dissertation, mais de commencer par trier les idées, construire un plan, et puis après, juste rédiger une petite partie, et de revenir. Moi, je pense que ce qui fait aussi du bien aux élèves 10, mais aussi aux autres, c'est que l'évaluation est un outil, ne doit pas être une évaluation coup près. C'est important de revenir dessus et dire, tiens, tu vas essayer de refaire ce paragraphe. Je vois que tu n'as pas mis de ponctuation, au truc très classique chez les 10, il n'y a pas de ponctuation. Enfin, moi, je vois beaucoup ça. Voilà, on va essayer de réfléchir ensemble ou pas, mais tu peux reprendre en tout cas une partie de ton devoir et l'améliorer. Ça aussi, c'est et puis évidemment toujours mettre en avant ce qu'il y a de bon. Quand on se rend compte qu'il a compris, on le met en avant. Valoriser beaucoup. On utilise le renforcement positif, voilà, parce que sinon, il se démotive très vite. Moi, en coaching, je reçois des élèves qui, là, j'ai en tête un élève qui est 10 et qui est en année en première, et donc il y a le bac français qui arrive, et il est totalement démotivé parce que la prof de français, j'ai vu une copie, en fait, elle a corrigé toutes les fautes d'orthographe. Lui, il voit ça, il peut rien en faire, et elle n'a pas mis du tout en avance qu'il pouvait y avoir de positif. Donc, évidemment que c'est même pas envisageable de se dire je vais progresser en français, je vais faire des efforts. C'est juste plus possible. C'est ça démoralise complètement, c'est clair. Il y a pas mal de questions là, je vois dans le chat. C'est bien, vous passez des astuces aussi entre vous, ça c'est cool. Et alors qui demande la conjugaison est très difficile à apprendre pour mon élève dyslexique, comment l'aider? Alors il y a un tuto spécial conjugaison, en tout cas moi c'est comme ça que j'aborde la conjugaison. C'est la même problématique qu'avec tous mes élèves. C'était une année où j'avais des CM1 et ils avaient un niveau CE2. C'est comme s'ils n'avaient rien fait l'année dernière. Et je devais rattraper pour les mettre au niveau du CM2. Et en plus, je les connaissais d'avant. Et j'ai dit, bon, alors là, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on utilise des méthodes autrement. Dans le même temps, il va falloir qu'on fasse 2 ans. Donc, j'ai pas le choix. Et donc, je les ai fait travailler par groupe. Chacun avait une mission pour aller s'occuper d'un seul pronom de conjugaison. Et si tu veux, cette idée, Laure, c'est... Si je regarde vraiment la conjugaison, qu'est-ce que je dois maîtriser à la fin? Il faut que l'élève, quand il écrive, il se dise ici,
c'est telle personne de conjugaison, par exemple, c'est je, c'est elle, c'est tu, c'est l'équivalent en tout cas de cette personne de conjugaison. Donc, la terminaison qui vient, c'est celle-là. À ce moment-là, si on est très honnête, il ne pense pas au temps, ni au mode, ni à… Il ne peut pas tout repenser du genre je fais ceci, je fais, tu fais, il fait, nous faisons. Ce n'est pas vrai. Donc, leur apprendre de cette manière-là, c'est ranger quelque chose dans un placard dont ils se serviront absolument pas quand ils écrivent. Donc, ce que j'avais fait cette année-là, c'est que je leur avais appris directement, on était allé chercher quels sont, je leur avais dit, si vous jouez au loto, eh ben, au moins, que ce ne soit pas complètement au pif, quelles sont, avec tu, quelles sont les terminaisons qui sont les plus fréquentes. Et on s'en moque du temps, on s'en moque du métalangage. Ils sont allés chercher par eux-mêmes et si on regarde, il n'y a pas 50 000 possibilités. Et donc, ils en ont beaucoup moins à retenir. Et si c'est eux qui vont les chercher, ils retiennent très vite et ils s'améliorent en conjugaison. Après, il y aura l'autre problème de répondre aux exercices de conjugaison où on te dit donne la première personne du maintenant conjugué à ça. Ça, c'est un autre type d'exercice. Mais si déjà on veut qu'ils maîtrisent la conjugaison, on va s'y prendre autrement. Et ça, bah, évidemment, ça aide les élèves 10, mais ça aide tout le monde. Exactement. Alors, il y a pas mal de réactions là, de questions. Super, on est content de voir que vous êtes là. C'est vraiment chouette. Je vois les langues sont très difficiles pour mon fils dyslexique. Ah oui, ça c'est clair que c'est un gros souci. Alors, moi, ce que m'arrive, avec des parents, de dire mais il y a aussi moyen de faire sauter le passage au bac de l'écrit dans les langues en passant par la MDPH. Alors c'est toute une procédure à suivre, mais en tout cas c'est possible. Donc ça, il faut vraiment, il passe la langue à l'oral, hein. Donc c'est quand même beaucoup plus, c'est beaucoup moins stressant et voilà. Donc ça, il faut pas hésiter à le demander. Après. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Oui, c'est ça. Jenny a dit, mon fils, multi-10, quatrième, a déjà du mal à connaître l'ordre de je, tu, nous, vous, il, etc. Alors, la conjugaison, et on va être très honnête. Moi, je vous dis, en tant que maman, encore plus, mais déjà en tant que prof, je me disais, à la fin, et alors là, on va pas se vexer les uns les autres, on va regarder les choses en face. Qu'avez-vous retenu de tout ce que vous avez vu pendant vos études? Franchement. Il y a 80, alors nous c'est un peu différent parce qu'on est prof, on est allé repotasser. Mais avant qu'on devienne prof et qu'on aille revoir ce qu'on enseigne aujourd'hui, franchement, on en a oublié 80%. Si on rencontre des gens dans la rue, savoir le nom, comment dire, le radical, le mode, etc. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. C'était juste un passage pour maîtriser, savoir écrire correctement. Et c'est vraiment ça tout le long, c'est d'essayer de dire quelle est la compétence finale que j'essaye de construire. Parce que je vais passer par un autre chemin qui ne soit pas aussi compliqué. En tout cas, qui soit faisable et simple. Et ça, par exemple, eh ben, il y a des choses qu'on va renoncer. Des élèves 10 ou des élèves qui sont très en retard et pour qui le mode scolaire classique ne correspond pas, on ne pourra pas. Moi, un jour, je me suis dit, attends, mais Sarah, t'essayes de leur faire apprendre, de leur faire rattraper 4 ans en 1 an. Tu penses que s'ils avaient pu l'apprendre, là, ils pourraient mettre le turbo et récupérer tout ça. C'est impossible. Alors, donc, il faut passer autrement. Exactement. Et par rapport à ça, donc il y a pas mal de réactions autour de ça et me vient en tête 2 choses par rapport à la conjugaison. C'est les bouquins d'Anne-Marie Gagné. Je crois qui sont vraiment très bien, qui passent par des histoires autour de, par exemple, arriver à conjuguer les verbes, etc. C'est vraiment très intéressant. Et la méthode multimalin aussi, qui travaille qui part de l'image. Je pense qu'effectivement, il faut prendre le problème, faire un détour et arrêter de vouloir effectivement que l'élève soit capable de distinguer un COD de je sais pas quoi. Ce qui compte, c'est qu'il arrive à se débrouiller à peu près et donc je pense qu'il faut lâcher non pas l'objectif de progresser dans la capacité de rédiger correctement. Non, il faut rester très exigeant, mais sur moins de choses et surtout les choses finales. Pas par, on va pas être exigeant sur, on fera la même chose que tout le monde, dans le même temps que tout le monde, de la même manière que tout le monde. Ça, c'est impossible. Par contre, on les amènera à peu près au moins ou au même niveau que les autres, mais en passant complètement autrement. C'est ça. Voilà. Et au passage, je vous promets, là, les méthodes multimalin et autres, où on fait des images, on invente des histoires pour se souvenir,
honnêtement, ceux qui doivent se faire les exercices genre bled d'un côté et les autres, ils vont dire ah, moi aussi je peux faire les dessins pour retenir. Bah, évidemment, c'est des méthodes de mémorisation actives. Donc, voilà, et qui sont vraiment efficaces pour les 10 et les autres parce qu'on passe par le geste et le visuel et on se raconte des histoires et c'est quand même beaucoup plus humain. Et c'est peut-être aussi beaucoup ce dont ils ont besoin. Il y a Aziz qui demande est-ce qu'un accompagnement d'orthophonie serait utile au parcours scolaire? Alors, en fait, à un moment dans le guide, bah, tiens, c'est sur cette page-là, je vous dis chacun son métier. L'orthophoniste, il rééduque. Le psy, il soutient, il accompagne. Le prof, il tient compte dans sa classe des besoins spécifiques de ses élèves dyslexiques. Donc, il y a besoin de cette complémentarité autour. Après, il faut quand même faire attention, là, c'est la maman qui va parler, à tout ce qu'on met en place pour nos élèves parce que ça leur fait un emploi du temps de ministre. Et à un moment donné, il ferait peut-être mieux d'aller faire 2 heures de basket que de passer leur temps à tout le temps aller voir un psy, un machin, un truc, parce que c'est nous qui les mettons beaucoup à part. Parce qu'au départ, il y a des choses qui ne sont pas adaptées dans la classe et que ça leur devient une montagne. Donc, attention aussi à pas tout cumuler. Voilà, et ça, c'est vos décisions de parents. C'est-à-dire que moi, les miennes, elles sont claires. À un moment donné, je veux que mon enfant il se sente aussi à l'aise. Je vais peut-être moins demander d'exigences sur les notes. Je veux qu'il avance sur tout, mais je ne vais pas lui demander des 20 sur 20 en français ou autre, par exemple. Je vais lui demander des progrès. Et puis, de l'autre côté, je veux qu'il progresse. Et mon fils, par exemple, sur l'orthophoniste, les méthodes qui étaient utilisées, ça l'a pas tellement fait progresser et même vraiment ça le gâchait. Il y allait vraiment parce qu'il fallait y aller, mais il s'en sortait pas. Il a mieux progressé avec son portable, le fait d'écrire des SMS, parce que là, il me demandait, il voulait vraiment bien communiquer là. Et là, il a progressé beaucoup plus vite. Voilà. Donc, quand je vous dis, il faut aussi essayer de les observer. Et c'est dans ce truc, essayer d'écouter, parce qu'ils sont aussi capables de nous dire ce qui va plus vite pour eux et ce qui marche mieux pour eux. Oui, puis je pense que moi, ce que je vois aussi pas mal, ce sont des élèves qui ont fait beaucoup d'orthophonie et dont ils ont eu besoin. Hein. Je pense qu'il y a après, il faut trouver la bonne personne parce que voilà, et que le contact passe bien avec l'orthophoniste. Mais et puis à un moment, ils ont besoin d'une pause aussi. Souvent, c'est à l'arrivée du collège où ils commencent à avoir besoin de se sentir grand, etc. Et alors après, ils retrouvent des difficultés en troisième, seconde, et là peut-être qu'il faut faire autre chose. Ça peut être effectivement du coaching scolaire de façon un peu plus, en fait, plus fondée sur on revient sur la cible, le scolaire, mais de manière différente que dans le classique scolaire habituel, quoi. Il y a Emma qui dit ma fille ne veut pas d'AESH car elle veut être comme les autres. Alors on trouve des techniques ensemble à la maison pour qu'elle n'en ait pas besoin. C'est ça, et ça rejoint ce que tu disais. Le coaching scolaire à côté peut être un moyen. C'est vraiment les méthodes d'apprentissage, c'est-à-dire qu'au départ elles sont pas adaptées. Honnêtement, moi je vous dis, je cache, elles sont adaptées pour moi pour aucun élève. Hein. Il y a juste ceux qui s'en sortent quand même, mais elles sont pas adaptées. Tandis que quand on fait ces méthodes beaucoup plus actives, plus visuelles, plus ludiques, les élèves, ça va beaucoup plus vite. C'est des vrais coupe-fils pour tous. Oui, il y a l'idée du jeu, ça change. Oui, oui. Et ce truc est très important, Emma, moi je te rejoins. Il se joue ce truc, il y a leur vie sociale, quoi, au collège, etc. Les parents, le regard des parents devient moins important, c'est leur place par rapport à leurs camarades. Même le prof devient moins important, c'est vraiment leur place par rapport aux autres qui est très important. Et donc, il faut mesurer aussi notre inquiétude, notre envie de bien faire pour eux, et on peut les aider à être responsables. C'est génial si ta fille te dit, moi, j'en veux pas. Et alors, du coup, elle est responsable de faire en sorte de ne pas en avoir besoin. C'est un bon contrat, mais c'est-à-dire ça ne va pas marcher forcément avec tous les élèves dyslexiques. C'est vraiment au cas par cas, hein. On ne peut pas généraliser. Mais c'est vrai que c'est important aussi de les sortir de cette étiquette, tu es incapable de te handicaper. Parce que pour moi, honnêtement, c'est parce qu'on enseigne de cette manière qu'ils se retrouvent très handicapés. Et on le voit d'ailleurs en sport, dans les cours collectifs. Moi, je vois les EPI et les choses comme ça. Mon fils, il fonçait, il est très à l'aise sur l'ordinateur et il était très moteur. Et si tous les cours et tout le truc ressemblaient à ça, comme nous, on a plutôt en primaire, il ne serait pas handicapé. Donc, il faut quand même aussi remettre en cause tout l'ensemble. Exactement, et ça renvoie, je vois que l'heure tourne là, mais c'est pas grave, on continue parce qu'il y a plein de réactions et on a encore pas mal de choses à dire. Mais c'est vrai que ça renvoie aussi au travail de groupe en classe, là, en s'appuyant sur la coopération. Et ça, c'est vraiment un outil qui fait vraiment du bien aux élèves 10. Alors, je sais que les profs de secondaire disent oui, mais c'est vrai, mais oui, mais on est 30, 38 en classe, ce qui est une réalité. Quand même.
c'est pas simple, mais je pense que c'est quand même faisable sans bouger les tables. On les met à 3 autour d'une seule table. Il n'y a pas besoin. C'est les élèves qui bougent. Ça peut être les élèves qui bougent. Puis ils sont grands. Je vous renvoie à un autre tuto qu'on avait fait à la Romaine. Là, on fait en CP, CE1, on fait bouger les tables en 2 minutes aux élèves. Alors on leur apprend les premières fois, mais en primaire, enfin en secondaire, c'est facile de leur faire et de remettre en place. Appuyez-vous sur eux en fait. Et c'est vrai que passer par le travail de groupe où là l'élève 10 retrouve une place où il a des choses à dire, il a plus peur d'être jugé, effectivement ça le remotive et il existe réellement dans le groupe, donc ça c'est effectivement extrêmement important. Écoute, ah oui, moi j'avais quand même je pensais à un truc qui me semblait important parce que je pense à ces fameux élèves que je suis en première et dégoûtés par le bac de français qui arrive et vraiment il y a une autre façon effectivement de lire, enfin d'aborder la littérature, c'est passer par les livres audio et bon ok ils lisent pas le bouquin mais ils peuvent y accéder quand même par les livres audio. Donc ça, c'est vraiment, il me semble, à développer et ne pas avoir peur en tant que prof de les proposer. C'est pas un problème. Ah ouais. Et puis surtout qu'il y a souvent les classiques. Moi, j'ai fait ça dernièrement là pour mon fils. Il y a une application que j'ai découvert au salon du numérique éducatif et qui s'appelle Glose. Elle est dans le guide. Hein. Et en fait, dans cette application, il y a le livre visuellement qui est mis en e-book. Il peut y avoir la version audio. Alors après, ils sont en train de construire leur bibliothèque, donc il n'y a peut-être pas tout. Il y a peut-être une version audio à aller chercher ailleurs. Mais en tout cas, on peut choisir la police. Alors attention, parce que la police dyslexique, par exemple, Open Dyslexique. Oui. Alors, je vais parler là de mon fils puisque je l'ai vu. Je lui ai fait lire un texte en anglais, un paragraphe, il me l'a lu. Je lui ai fait relire le même avec la police Open Dyslexique, il me l'a lu en 2 fois moins de temps de l'anglais. Donc, c'est vous dire que c'est pas pour faire joli. C'est-à-dire que vraiment, c'est indispensable chaque fois qu'on le peut de choisir cette police-là, parce que quand je vous dis on les handicape à chaque moment, c'est comme si on leur mettait un barrage. Ils sont en train de monter la montagne et on leur remettait un mur. On dit, au fait, il faut que tu remontes le mur maintenant. À chaque fois que nous, déjà, on peut enlever des murs. Dans cette application, donc, il peut choisir la taille aussi. Il peut surligner des passages directement pour répondre. C'est un peu comme un réseau social. Donc, il peut aussi mettre des commentaires et le prof peut rentrer ses questions à l'intérieur. Et ne me dites pas que des élèves d'aujourd'hui de collège et de lycée, ils seraient pas plus enclins à foncer dans leur livre. Si c'est sur une tablette, ils peuvent commenter, ils peuvent liker un passage, même un classique, ils peuvent liker un passage, dire ça, cette phrase-là, elle m'a touché parce que. C'est d'autres leçons de lecture à inventer. Et ça, c'est pas que pour nos élèves dyslexiques qui nous donnent l'occasion de renouveler, d'aller chercher des super trucs qu'on va pouvoir proposer aux autres aussi. C'est ça qui est intéressant dans tout ce parcours. En tout cas, moi, j'ai envie de témoigner. Voilà, effectivement, j'ai envie de témoigner, de vous dire que quand on s'y prend comme ça, donc pour conclure sur cette idée, ça change quoi pour les élèves ? Pour les élèves, ça leur redonne une vraie place et ça leur donne une place où ils ne sont pas handicapés, inférieurs, différents, nuls de service ou tous les trucs qu'on peut ressentir et qui sont très douloureux et qui empêchent complètement d'apprendre. On ne peut pas se sentir bien et se développer tant qu'on n'a pas un minimum de bien-être et où on se sent un peu normal. La deuxième chose, ça leur permet de faire plein de choses comme les autres. À partir du moment où on enlève la lecture et on passe les barrières, ça leur permet de faire plein de choses comme les autres. Pour les profs, il y a cette idée de regarder à plat tout ce qu'on nous demande. À un moment donné, on nous demande des trucs dans tous les sens qui sont ni gérables ni possibles. Et ça fait qu'on va reprendre la main sur notre classe en disant « moi, je peux faire ça, ça, ça et ça ». Et si je regarde vraiment les instructions officielles, on va pas se perdre. On nous demande de créer un chemin d'apprentissage, on nous demande pas de terminer le programme. Je sais que c'est difficile pour vous en secondaire parce que vous dites il y a le brevet, il y a le bac. Sauf que objectivement, ces enfants-là, les enfants qui ont moins de facilité d'apprentissage, vous ne les emmènerez pas à une mention au bac ou au brevet. C'est faux. Donc, autant que tout ce qu'ils fassent pour chaque année, ils repartent avec des choses très solides et il y a des choses officiellement qu'ils ne feront pas. Donc, autant faire beaucoup mieux, un peu moins de choses que d'essayer de tout brasser très mal. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je pense. Et ça, c'est pas facile à prendre comme décision. Oui.
si on regarde les choses en face, c'est quand même ce qui se passe. À la fin, ils n'auront pas tout absorbé de toute façon. C'est clair. Non, mais je pense que au fond, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une histoire de posture, c'est-à-dire prendre un peu de liberté. Je pense qu'il faut retrouver de la liberté. Et puis, et finalement, ce sont des élèves qui nous obligent effectivement à faire autrement, parce que ce sont des élèves qui viennent nous questionner et souvent particulièrement fins. C'est-à-dire qu'ils viennent nous, quand on n'explique pas forcément bien, c'est eux qui viennent un peu nous. Ouais, clairement. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent déranger les profs. Mais en fait, ils nous obligent à être plus créatifs et ça veut pas dire qu'il faut s'intéresser. Comment dire? C'est pas parce qu'on s'intéresse aux 10 qu'on s'intéresse plus aux autres. En fait, quand on s'intéresse aux 10, on s'intéresse à tous. Et la question d'individualiser, je crois, elle se pose même plus. C'est-à-dire que quand on adapte son cours aux 10, on fait un meilleur cours pour l'ensemble des élèves, quoi. C'est ça. Et pour nous aussi, c'est plus fun parce qu'on va chercher des choses qui se renouvellent. Et je dirais, nous aussi, ça nous permet d'être plus humains et d'être plus indulgents avec nous-mêmes, savoir qu'on fait ce qu'on peut. Et je vous rappelle que tout ça, c'est des choses que j'ai mises en place. Il m'a fallu des années à le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà d'avoir l'intention et d'écouter, regardez dans le guide, quand vous dites les 5 gestes, déjà, je vous parle de ça. Commencez par les écouter, observer avec eux. Ils vont vous guider, ils vont vous aider à trouver des choses par eux-mêmes aussi quand vous créez ce dialogue-là et quand on ose dire qu'est-ce qui pourrait t'aider le plus et les rendre responsables de ça. Ouais. Ça aide vraiment, en fait. Oui, parce qu'effectivement, accepter qu'on n'a pas forcément la solution, mais qu'on peut en discuter avec eux, qu'on peut réfléchir avec eux. Et ça, ils n'ont pas l'habitude finalement, ils ont rarement l'habitude de se faire, d'être écoutés et ils sont plutôt contents. Hein. Clairement. Je voudrais déjà vous remercier pour toutes vos réactions, vos messages. Et avant que j'oublie, là, il y a Julia qui a mis dans les commentaires le site où vous pouvez retrouver Marie-Laure sur son coaching scolaire. Et le mien, c'est pour le groupe Facebook. Je voudrais juste expliquer ça. Suite à la rédaction de ce guide, j'ai été contactée par un éditeur et je suis en train de préparer un guide justement pour les profs qui est très pratique comme ça, celui dont on a vraiment besoin. Celui qui dit, moi, de toute façon, je retourne en classe que si j'ai ça et je passe le moins de temps possible, on me donne des choses concrètes où j'ai pas à tout réinventer, j'ai pas le temps et des trucs qui sont réalistes que je peux faire dans la classe. Donc, depuis une vingtaine d'années, j'en ai beaucoup et j'ai besoin de votre aide pour sélectionner ce qui est le plus urgent, ce qui vous pose le plus problème, sur qu'est-ce que vous auriez envie qu'il y ait dans ce très grand guide qui ne traiterait pas justement que des élèves dyslexiques. Et c'est pour ça que je vous demande de rejoindre ceux qui le souhaitent. C'est gratuit, rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Prof épanoui 100. Parce que pour épanouir nos élèves, il faut aussi arriver à prendre soin de soi. On n'est pas des Wonder Woman ou des Wonder Men. Le burn-out, le surmenage, etc. On ne peut pas être en condition d'eux. Donc c'est vrai que tous ces sujets-là, c'est des choses qui me touchent et pour lesquelles j'ai envie d'avoir votre avis. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook et qui ont envie de rejoindre ce groupe, il vous suffit de cliquer et de venir. J'aimerais qu'on continue la discussion sur les autres sujets pour lesquels je pourrais faire des guides aussi. Super. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. Hein. On peut continuer comme ça pendant plusieurs heures, mais va falloir qu'on s'arrête. Oui. Merci beaucoup, Sarah. Avec grand plaisir, Marie-Laure. Sur être prof dans différents tutos. Hein. Et puis, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup pour votre… vous avez été très nombreux à participer. Ça fait plaisir. Au revoir tout le monde.